C'est à tout menu c'est Jean-Mi. Il y a les jeux qui reposent sur la stratégie pure, ceux sur la chance, et puis il y a ceux qui se reposent surtout sur ce qui se passe autour de la table. Les regards, les hésitations, les petites décisions qu'on observe chez les autres joueurs. Ce moment où quelqu'un pose une carte et que tout le monde se demande est-ce qu'il est vraiment en train de préparer quelque chose ou est-ce qu'il essaie juste de nous induire en erreur? Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui joue précisément avec cette idée-là. Un jeu où vous essayez non seulement de construire la meilleure main possible, mais aussi qui autour de la table est sur le point de vous battre. Dans All-in Prédiction, chaque joueur manipule ses cartes, ajuste sa main et observe attentivement ce que font les autres. Sur le papier, le but est simple. Former la meilleure combinaison possible, un peu comme au poker. Mais la différence ici, c'est que la victoire ne dépend pas que de votre main. À la fin de chaque manche, il faudra prédire quel joueur a la meilleure combinaison. Et parfois, lire correctement la table peut rapporter autant que la main elle-même. On est donc sur un jeu où l'on joue avec ses cartes, mais aussi avec les intentions des autres joueurs. On regarde ce que chacun récupère dans l'affichage, on essaie de comprendre ce qu'ils essaient de construire. Et petit à petit, la tension monte. Est-ce que quelqu'un prépare une grosse combinaison? Est-ce que quelqu'un bluffe? Et surtout, est-ce que c'est le bon moment pour tenter le all-in? All-in Prédiction se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes. Le jeu est signé Phil Harder Warding, c'est un jeu à partir de 10 ans, qui est illustré par Dan Gardman, il est édité par Next Move Games. Ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est la dynamique qu'il crée très rapidement. Les règles sont simples, les tours sont rapides, mais l'interaction est permanente. On observe les autres joueurs, on interprète leurs choix, et souvent, on se retrouve à prendre des décisions en fonction de ce qu'on pense que les autres sont en train de préparer. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur la lecture de la table, ces petits moments où tout le monde essaie d'anticiper ce qui va se passer. Et c'est précisément ça qui donne son rythme et son ambiance aux parties. Alors maintenant que l'idée générale est posée, on va voir comment ça se passe. Maintenant qu'on a posé l'ambiance et l'idée générale du jeu, on va prendre le temps de regarder comment All-in Prédiction fonctionne concrètement autour de la table. On va commencer par la mise en place qui est assez rapide mais qui structure déjà l'espace de jeu avec l'affichage central où les cartes vont apparaître tout au long de la manche. Une fois que tout sera installé, on verra le déroulement d'une partie. Comment se jouent les tours, quelles sont les actions possibles, comment les cartes influent le jeu et surtout, comment se construit cette fameuse phase de prédiction qui est vraiment le cœur de l'expérience. On prendra aussi le temps de regarder la résolution des manches, la façon dont on marque les runes et comment le jeu évolue d'un round à l'autre. Et pour ceux qui aiment adapter l'expérience, on évoquera également les variantes proposées par le jeu. Notamment celles qui modifient l'utilisation de la pile de défausse. L'idée ici est de vous donner une vision claire et complète du jeu, pour que vous puissiez comprendre comment une partie se déroule réellement autour de la table. Une fois que tout ça sera posé, je terminerai la vidéo avec mon avis, sur ce qu'il propose réellement en termes d'expérience, de rythme et d'interaction. Mais avant d'en arriver là, commençons par présenter le jeu. All-in Prédiction vous invite à redécouvrir ou découvrir un jeu de cartes classique sous un nouvel angle. Grâce au pouvoir des prédicateurs, vous pouvez utiliser vos capacités à manipuler les cartes pour façonner la meilleure main possible. Mais la victoire ne dépend pas uniquement de votre main. Il est tout aussi important d'observer attentivement les actions des autres joueurs afin d'anticiper ce qui est en train de constituer la main la plus puissante. Votre objectif est donc double. Prédire quelle main sera la gagnante et construire vous-même la meilleure main possible. En réussissant ces deux aspects, vous pourrez accéder à des richesses incalculables. Les joueurs jouent leurs cartes et utilisent leur capacité à manipuler leurs mains afin de construire la meilleure combinaison possible. À la fin de chaque manche, les joueurs gagnent des runes, en fonction du rang de leur main, et également à partir du pot, s'ils réussissent à prédire correctement quel joueur possède la main la mieux classée. La partie se déroule en 3 manches. À l'issue de la 3e manche, le joueur qui possède le plus de runes remporte la partie. Avant de commencer la partie, il faut réparer l'aire de jeu, distribuer le matériel aux joueurs et créer l'affichage central où les cartes sont révélées. Suivez les étapes suivantes. Assembler l'affichage en utilisant les pièces de cadre en fonction du nombre de joueurs. Les pièces inutilisées sont remises dans la boîte. La taille de l'affichage dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous aurez 2 rangées de 4 cartes. À 3 joueurs, 2 rangées de 5 cartes. Ou comme ici, à 4 et 5 joueurs, 2 rangées de 6 cartes. Chaque joueur reçoit un jeton prédiction, ainsi qu'une carte aide de jeu. Les éléments restants sont remis dans la boîte. Toutes les cartes aides de jeu doivent montrer la même face. Pour vos premières parties, il est conseillé d'utiliser la face A. Une fois le jeu maîtrisé, vous pourrez essayer la face B. La face A utilise les classements de mains de poker conventionnels. La face B utilise des classements de mains de poker modifiés. Ensuite, vous mélangez toutes les cartes et vous en distribuez 5 à chaque joueur. Placez les cartes restantes, face cachée, au-dessus de l'affichage pour former la pioche. Laissez un espace à droite pour créer la pile de défausse. Révélez 2 cartes de la pioche et placez-les dans les 2 emplacements les plus à gauche. Créez le pot en plaçant 4 runes de valeur 1 près de la pioche. Toutes les autres runes sont placées à proximité pour former la réserve. Il y a une exception, à 2 joueurs, vous placez seulement 2 runes. Le joueur situé à la gauche du donneur devient le joueur de départ pour la première manche. La partie se déroule en 3 manches. À chaque manche, le premier joueur commence, puis les autres jouent dans le sens horaire. Les joueurs continuent ainsi jusqu'à ce que la phase de prédiction soit déclenchée.
Après la phase de prédiction et la phase de score, une nouvelle manche commence. Lors de votre tour, vous devez choisir une seule des trois actions suivantes. Jouer une carte de votre main, passer, faire all-in. Lorsque vous jouez une carte de votre main, choisissez n'importe quelle carte de votre main et placez et jouez-la face visible devant vous. Appliquez ensuite les effets de la carte de haut en bas. L'effet marqué d'une étoile est obligatoire, tous les autres effets sont optionnels. Par exemple, ce sera à moi de jouer, je place cette carte devant moi. Ici, vous voyez, il y a une étoile. Après avoir résolu les effets de la carte, si vous avez plus de 5 cartes en main, vous devez défausser l'excédent. Choisissez là où les cartes à défausser et placez-les dans l'ordre de votre choix au sommet de la pile de défausse. Si vous défaussez plus d'une carte, vous devez montrer à tous les joueurs quelle carte vous défaussez. Les cartes défaussées sont placées face visible dans la pile de défausse. Il n'est pas permis de consulter la pile de défausse une fois les cartes défaussées. Une fois les effets résolus, j'y reviendrai plus tard, ajoutez la carte que vous venez de jouer à l'affichage. Si la pioche est vide, mélangez la pile de défausse pour former une nouvelle pioche. Ce que vous retrouvez sur une carte est ici la valeur, ici la couleur et ici les effets. Chaque fois qu'une carte est ajoutée à l'affichage, elle doit être placée face visible sur l'emplacement disponible le plus à gauche. Cet emplacement peut être à droite d'une carte déjà présente ou sur un emplacement libre, créé si vous avez pris une carte de l'affichage pendant votre tour. Lorsque la première rangée est remplie, commencez une seconde rangée en appliquant les mêmes règles. Les cartes placées dans la seconde rangée sont déployées par-dessus la première rangée. C'est-à-dire que là, cette carte irait ici, et ainsi de suite. Et une fois que nous sommes comme ceci, on continuerait à cet endroit-là. Donc là, ça va bouger pour que je vous montre des exemples, ne tenez pas forcément compte de tout. Toute carte recouverte par une autre carte, comme ici, est considérée comme verrouillée. Une carte verrouillée ne peut pas être prise tant qu'elle est découverte. Si vous choisissez de passer, procédez simplement ainsi. Prenez la carte du dessus de la pioche et ajoutez-la face visible à l'affichage. Passer ne vous retire pas de la manche. Lors de votre prochain tour, vous pourrez choisir n'importe quelle action, y compris une action différente. C'est-à-dire, dans cette situation-là, si je décide de passer, je ne joue pas de carte comme ceci, je prends hop là, et je la mets ici. L'action de all-in, ou de tout risquer. Vous posez votre main de carte face cachée devant vous, et vous ajoutez les deux premières cartes du paquet face visible à la rivière. Jusqu'à la fin de la manche, le joueur qui a tout risqué ne peut être la cible des effets de l'hypnose et de l'œil omniscient. Je reviendrai un petit peu plus tard. Par ailleurs, après avoir tout risqué, vous passez automatiquement à chacun de vos tours suivants. Vous ajoutez une carte face visible du paquet à la rivière à chaque fois. Un seul joueur peut tout risquer à chaque manche. Après avoir effectué l'une des trois actions, jouer une carte, passer, faire all-in, vous devez vérifier si l'affichage a atteint sa limite de carte. Si la limite est atteinte, la phase de prédiction commence. Sinon, le jeu continue avec le joueur situé à votre gauche. Donc là, ça serait si deux rangées sont remplies jusqu'au bout. Lorsque la limite de carte de l'affichage est atteinte à la fin du tour d'un joueur, la phase de prédiction commence. En commençant par le joueur suivant dans l'ordre du tour, c'est-à-dire le joueur qui joue après celui qui a ajouté la dernière carte à l'affichage. Chaque joueur doit faire une prédiction. Chaque joueur doit alors prédire qui possède la main la mieux classée. Pour cela, vous placez votre jeton prédiction devant le joueur dont vous pensez qu'il possède la main la plus forte. Vous pouvez vous choisir vous-même. Les joueurs continuent dans l'ordre du tour, jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leur jeton prédiction. Et ensuite la phase de dévoilement. Pendant le dévoilement, les joueurs révèlent leurs mains dans l'ordre du tour. On détermine ensuite quelle main possède le rang le plus élevé. Les classements de mains sont indiqués sur la carte aide de jeu. Donc, comme vous le voyez, ici nous avons les combinaisons classiques du poker. La paire, deux paires, brelan et ainsi de suite. Bien entendu, le classement des mains varie selon la phase de la carte d'aide de joueur utilisée. Les joueurs qui ont prédit quelle main est la plus forte se partagent le pot. Le partage se fait aussi équitablement que possible. Si des runes restent après la répartition, elles sont mises de côté puis ajoutées au pot de la manche suivante. Si un seul joueur a prédit correctement, il prend toutes les runes. Si aucune prédiction n'est correcte, toutes les runes sont ajoutées au pot de la manche suivante. Après le score du pot, chaque joueur gagne des runes provenant de la réserve en fonction du rang de sa main. Le nombre de runes obtenues dépend de l'aide de jeu encore une fois, comme vous le voyez ici. Pendant une paire me rapporterait une rune, et ainsi de suite. Les joueurs gagnent 2 runes supplémentaires provenant de la réserve pour chaque carte rune présente dans leur main. Les cartes runes ne sont jamais comptées comme faisant partie du classement d'une main. Après la phase de score, vous préparez la manche suivante. Après la troisième manche, vous passez à la fin de la partie. On va dire brièvement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, quels sont les différents classements. La canne flush, c'est 5 cartes de la même couleur en ordre numérique. Le carré, c'est 4 cartes de même valeur. Full house, 3 cartes de la même valeur plus 2 cartes d'une autre valeur. Une couleur, c'est 5 cartes de la même couleur, quelle que soit leur valeur. Une suite, 5 cartes en ordre numérique, quelle que soit la couleur. Le brelan, 3 cartes de même valeur. 2 paires, 2 cartes de même valeur, plus 2 cartes d'une autre valeur. Une paire, 2 cartes de même valeur.
L'As peut être utilisé comme un 1 dans une suite. As, 2, 3, 4, 5. Il peut également être utilisé comme sa valeur normale dans une suite. 10, Valet, Dame, Roi, As. Par contre, il ne peut pas être utilisé simultanément comme 1 et comme As dans la même suite. Si vous utilisez la phase B de la carte à 2 de jeu, l'ordre de certains rangs change. La suite devient le rang 6. Le full house devient le rang 4. Si deux joueurs ou plus possèdent la main la mieux classée, il faut départager l'égalité. On procède de la manière suivante. Vous comparez la carte de valeur la plus élevée dans le groupe de cartes qui compose la combinaison. Pour vous donner un exemple, dans ce cas-là, si ces deux joueurs ont chacun une paire, celui qui a la plus forte main est ce joueur-là. Si plusieurs joueurs ont un full house, on compare les trois cartes identiques, on compare le brelan. Si l'égalité persiste, vous utilisez un classement de couleurs, qui est le suivant. Le classement est dans cet ordre-là, de la plus forte à la plus faible. Prenons un exemple de score de fin de manche. Je vais vous montrer comment on détermine la main la plus forte, comment répartir le pot, puis comment attribuer les runes pour les mains. Il est temps de maintenant déterminer la main la mieux classée. Dans cet exemple, ce joueur a une suite de 4 à 8, celui-là de As à 5. Ici, ce joueur a un brelan de roi. Ces deux joueurs ont donc une suite, mais la suite de 4 à 8 est plus forte que la suite de l'As au 5. Les joueurs ont prédit que ce joueur-là posséderait la main la plus forte. Ils se partagent le pot. Dans cet exemple-là, il y a 7 runes. Donc ça ferait 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Car ça appartient à ce joueur-là, et celui-là à ce joueur-là. Les runes restantes sont mises de côté et ajoutées au pot la manche suivante. Après la résolution du pot, chaque joueur reçoit des runes provenant de la réserve selon le rang de sa main. Ici, ce joueur-là récupère 4 runes, comme vous le voyez indiqué ici. « 4 runes et 3 runes. Pour vous résumer, ce joueur possède la main la plus forte. Ces deux joueurs se partagent le pot, car ils ont correctement prédit que ce joueur-là allait avoir la main plus forte. Ces deux joueurs gagnent 4 runes pour leur suite. Ce joueur-là gagne 3 runes pour son brelan. Après la résolution complète d'une manche, vous préparez la suivante en suivant les étapes. Vous reconstituez les cartes, vous mélangez toutes les cartes, vous préparez ensuite la manche comme lors de la mise en place initiale. Vous distribuez 5 cartes à chaque joueur, vous placez 2 cartes face visible dans l'affichage. Tous les joueurs reprennent leur jeton de prédiction. Vous ajoutez des runes au pot, en plus de celles qui pourraient déjà s'y trouver. Dans une partie à 2 joueurs, à la manche 2, vous ajoutez 4 runes, à la manche 3, 6 runes. Dans une partie à 3 joueurs ou plus, à la manche 2, vous ajoutez 6 runes, à la manche 3, vous ajoutez 8 runes. La nouvelle manche peut maintenant commencer. Le joueur possédant le moins de runes devient le premier joueur. En cas d'égalité, le joueur qui avait la main la plus faible lors de la manche précédente commence. Après 3 manches, la partie se termine. Le joueur qui possède le plus de runes est le vainqueur. En cas d'égalité, le joueur à égalité qui possède la main au rang le plus élevé à la fin de la dernière manche gagne. En cas d'égalité, vous pouvez utiliser une variante, vous jouez une manche supplémentaire et vous ajoutez 10 runes au pot. Si l'égalité persiste après cette manche supplémentaire, aucun joueur ne gagne, car personne n'a été capable de prédire l'avenir correctement. À 2 joueurs, il y a une petite variante. Elles sont identiques à celles du jeu de base, sauf pour la phase de prédiction qui se déroule simultanément. Pendant la phase de prédiction, les 2 joueurs prennent leur jeton de prédiction dans une main et présentent leur poing fermé. Au compte de 3, les joueurs ouvrent la main. Il y a 2 possibilités. Montrer la main quand on a un jeton pour prédire sur soi-même, montrer la main vide pour prédire sur son adversaire. La phase de score se déroule ensuite comme d'habitude. 2 variantes peuvent être utilisées pour modifier l'interaction avec la pile de défausse. Si vous souhaitez plus d'interaction avec la pile, essayez cette variante. Lors de la mise en place de chaque manche, commencez la pile de défausse en piochant une carte et en la plaçant en face visible. Lorsque vous effectuez les effets des cartes, vous pouvez choisir d'interagir soit avec la carte au-dessus de la pile de défausse, soit avec une carte non recouverte de l'affichage. Il est toutefois toujours interdit de regarder l'ensemble de la pile de défausse. Une autre variante, si vous souhaitez aucune interaction avec la pile de défausse, utilisez celle-ci. Jouez maintenant avec 2 exceptions. Les cartes défaussées sont placées face cachée dans la pile de défausse, sans être montrées aux joueurs. Lorsque vous utilisez les effets des cartes 3, 4 et 5, ne révélez pas les cartes piochées aux autres joueurs, gardez ces cartes pour vous, choisissez-en une à ajouter à votre main, défaussez les autres. Rappelez-vous, à la fin de votre tour, vous devez toujours avoir exactement 5 cartes en main. Si vous avez plus de 5 cartes, défaussez l'excédent. Regardons maintenant les effets des cartes. Les effets des cartes doivent toujours être appliqués de haut en bas. Lorsqu'il y a ce symbole-là, l'effet est obligatoire. Tous les autres effets présents sont optionnels. Certains effets sont différents lorsque vous utilisez certaines variantes. Avec cet effet-là, vous prenez une carte
non recouverte de la rivière. Avec cet effet-là, vous échangez une carte de votre main contre une carte non recouverte de la rivière. Ici, vous piochez la première carte du paquet, ce symbole-là. Vous piochez et révélez le nombre de cartes indiquées dans le paquet pour que tous les autres joueurs les voient. Choisissez 101 et ajoutez-les à votre main. Posez les cartes restantes face visible dans la défausse. Là, ce serait 4 cartes. Ici, vous prenez une rune de la réserve. Ici, vous demandez à un adversaire de révéler à voix haute la combinaison de sa main la plus forte. Un joueur qui a tout risqué ne peut pas être la cible de cet effet. Si l'adversaire choisi n'a pas au moins une paire de rang 1, il nous répond qu'il n'a rien. Et finalement ici, demandez à un adversaire de vous montrer, à vous seul, 4 cartes de son choix de sa main. Un joueur qui a tout risqué ne peut pas être la cible de cet effet. Avant de vous donner mon avis sur le jeu, si ce genre de découverte vous plaît, déjà on observe la table, où on essaie de lire les joueurs, où on essaie de lire les autres joueurs et de deviner ce qui va se passer, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un like si la vidéo vous aide à découvrir le jeu, et me dire en commentaire si vous pensez réussir à prédire les autres joueurs, ou si vous êtes plutôt du genre à tenter le all-in sans prévenir. Quand on découvre all-in prédiction, on a d'abord l'impression d'entrer dans un jeu de cartes assez familier. Les combinaisons rappellent immédiatement le poker, les valeurs des mains sont connues, et la prise en main est presque instinctive. Mais très vite, on réalise que le jeu ne se contente pas de reproduire ces sensations, il agite une couche intéressante autour de la prédiction et de l'observation des autres joueurs, qui devient finalement le cœur de l'expérience. Ce qui ressort des premières parties, c'est que le jeu crée une dynamique assez particulière autour de la table. Les tours sont rapides, les actions restent simples, mais il y a toujours cette petite tension qui s'installe progressivement. L'affichage central se remplit, les cartes apparaissent les unes après les autres, et chacun commence à essayer de comprendre ce que les autres sont en train de construire. On regarde qui prend quelle carte, on se demande pourquoi quelqu'un passe, on s'interroge sur ce fameux moment où quelqu'un pourrait décider de faire le all-in. Cette tension reste assez douce, mais elle est bien présente. Ce n'est pas un jeu qui met une pression énorme sur les joueurs, mais plutôt un jeu qui crée une forme d'attention permanente. On observe, on analyse un peu, on hésite parfois. Et au moment de la phase de prédiction, cette tension trouve son petit point culminant. Il faut choisir sur qui miser. Sur soi-même, sur un adversaire qui semble avoir une bonne combinaison, sur quelqu'un qui bluffe peut-être. Ce moment-là fonctionne très bien autour de la table, parce qu'il génère souvent des réactions immédiates. Des sourires, des soupirs, parfois un peu de bluff verbal. Ce n'est jamais extrêmement intense, mais il y a toujours ce petit moment de doute collectif qui donne une vraie personnalité au jeu. Sur le plan mécanique, All-in Prediction fait un choix très clair, rester accessible. Le tour de jeu est extrêmement lisible. On joue une carte, on passe, on tente un all-in. Les effets de cartes sont simples à comprendre et à appliquer. Cette simplicité fonctionne très bien parce qu'elle permet au jeu de rester fluide du début à la fin. Mais cette accessibilité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décision importante. Les choix sont souvent subtils. Par exemple, lorsqu'on joue une carte, on doit parfois décider s'il vaut mieux améliorer sa propre main ou perturber un petit peu l'équilibre de l'affichage. Prendre une carte visible peut révéler une intention. Laisser une carte intéressante peut être une forme de pari. Et puis à ce moment, où on se demande s'il est temps de se lancer dans un all-in, ce choix est intéressant. Parce qu'il peut créer un petit basculement dans la manche. C'est une décision qui demande à la fois de regarder sa propre main, mais aussi d'évaluer ce que les autres pourraient avoir. Ce mélange entre construction personnelle et lecture des adversaires donne au jeu une dimension psychologique très légère mais agréable. L'idée de manipuler les cartes tout en essayant de deviner l'avenir des autres joueurs fonctionne bien comme fil conducteur. C'est un habillage qu'accompagne le système, mais il a le mérite de donner au jeu une identité. Le rythme de la partie est aussi un élément très réussi. Les manches sont courtes, les tours s'enchaînent rapidement, et le fait que la partie se joue en 3 rounds donne une structure claire. On ne ressent jamais de longueur, le jeu va à l'essentiel, et cela lui permet de garder une énergie constante autour de la table. Ce rythme contribue aussi à rendre le jeu facile à sortir. On peut y jouer assez spontanément sans avoir besoin de s'engager dans une longue session. C'est typiquement le genre de jeu qui peut fonctionner en début de soirée pour lancer l'ambiance, ou entre deux jeux plus costauds. L'accessibilité est clairement l'un des grands atouts. Les règles s'expliquent assez vite, surtout si les joueurs connaissent déjà les bases des combinaisons de poker. Même pour ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement, les aides de jeu rendent les choses très claires. En une partie, tout le monde comprend comment le jeu fonctionne. La courbe d'apprentissage est donc très douce. Les premières parties servent surtout à comprendre le rythme du jeu et à apprendre à mieux observer les autres joueurs. Plus on joue, on développe cette capacité à interpréter les choix. On commence à repérer certains comportements, à anticiper certains coups. Cela reste subtil, mais c'est ce qui donne progressivement un peu plus de profondeur à l'expérience. La jouabilité, elle, repose beaucoup sur cette interaction entre joueurs. Comme les cartes visibles changent constamment et que les joueurs réagissent les uns aux autres, les parties ne se ressemblent pas. Ce n'est pas un jeu qui va proposer une profondeur stratégique, mais il propose suffisamment de variations pour rester agréable sur la durée. Il fonctionne particulièrement bien avec les groupes qui apprécient les jeux de cartes interactifs où l'on observe beaucoup les autres joueurs. Les joueurs qui aiment les jeux rapides avec un mélange de chance, de lecture de table et de petites décisions tactiques. Le jeu propose une expérience fluide, sociale, où la table joue un rôle important. Il le fait plutôt bien. All-in Prediction donne l'impression d'un jeu qui assume pleinement son identité. Un jeu de cartes accessible, interactif et rythmé qui mélange construction de main et intuition sur les autres joueurs. C'est un jeu qui trouve facilement sa place dans une ludothèque, un jeu qu'on peut sortir sans trop réfléchir, qui s'explique rapidement et qui crée assez naturellement des petits moments de tension et de sourire autour de la table. Un jeu malin qui donne envie d'y revenir, surtout avec un groupe qui aime jouer autant avec les cartes que les réactions des autres joueurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!